Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui accueille ce jour le ministre de la Santé du Burkina Faso, le professeur Charles Ouedraogo. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Vous gardez un air très sérieux alors que ça promet quand même 55 minutes de débat assez enrichissant. Comment va le ministre de la Santé? Le ministre de la Santé va très bien. Voilà, il va très bien et il est au combat. Vous êtes content d'être reconduit à la tête du département de la santé? Je crois que oui, parce que c'est une confiance renouvelée. Donc, quand des autorités vous font confiance, vous devez être content et non mécontent. Et comment ça s'est passé concrètement, votre reconduction? C'est le président qui vous a dit qu'on allait vous reconduire? C'est le premier ministre Lassine Azerbo qui vous a appelé? Ça, c'est le secret de l'instruction. Pour désigner quelqu'un, c'est toujours la même procédure. On consulte et puis on échange avec vous. Et après, vous êtes au courant que vous allez être reconduit. Le gouvernement resserré, certains se disaient que le ministre de la Santé, trop bling-bling, n'allait pas être reconduit. Bon, vous savez que c'est à la discrétion de son Excellence, Monsieur le Président du Faso et son Premier ministre, donc qui ont des critères pour retenir quelqu'un. Et ce sont des critères essentiellement basés sur le travail et la mission qui lui avait été confiée. Et il ne s'éloigne pas de ça. Le Premier ministre Lassine Azerbo a déjà donné des indicateurs. Il a dit clairement la sécurité, mais aussi la réduction du train de vie de l'État. Les premiers mots, est-ce que ça a été des instructions fermes de sa part pour que les ministres soient véritablement consacrés à leur travail à partir de maintenant pour toujours? Je crois qu'il l'a dit avec une poigne. Avec une poigne, avec une sincérité. Et c'est vraiment un appel à l'alignement derrière les priorités du peuple. Et nous devons le soutenir pour qu'il réussisse sa mission et ça ira mieux pour tout le monde. La question, par exemple, des parrainages, entre autres, est-ce que vous pensez que cela va être utile pour la réduction du train de vie de l'État, effectivement? Oui, je crois que déjà c'était même quelque chose qu'il fallait régler depuis longtemps. Et si il l'a dit, c'est parce qu'effectivement, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a trouvé que on en faisait trop et qu'il fallait donc revenir en arrière et se consacrer uniquement à la mission gouvernementale. Et donc chacun doit se consacrer aux activités de son domaine, de son département, mais ne pas être transversal et horizontal, ce qui pourrait donc nous faire perdre de l'énergie dans l'action gouvernementale. Alors vous, au niveau de la santé, on sait qu'il y a beaucoup d'inaugurations, de sorties, entre autres. Est-ce qu'il faut s'attendre à ne plus voir le professeur Charles Ouedraogo accompagner toutes ces sorties au niveau de son département de la santé? Non, tant que c'est dans mon département, il n'y a aucun souci. Je crois que le message, c'était que, par exemple, le ministre de la Santé qui se retrouve en train de parrainer des activités qui n'ont rien à voir avec son département, c'est en cela que ça ne va pas. Mais jusque-là, nous nous sommes concentrés toujours autour des activités en rapport avec le secteur de la santé. Parlons à présent d'un gros chapitre abordé par le Premier ministre, la question sécuritaire. Moi, je voudrais vous poser une question, Monsieur le ministre. Oui. Combien d'agents de santé ont été tués dans l'exercice de leur fonction depuis que la crise a commencé à aujourd'hui? Alors, nous avons eu 7 personnes. 7 personnes qui sont tombées et je saisis l'occasion pour m'incliner devant leur mémoire et saluer la bravoure de tous les agents de santé qui travaillent dans les zones à haut défi sécuritaire. Oui. L'un des dossiers brûlants vous concernant, ce sont ces agents de santé qui meurent du fait du terrorisme. Leurs ayants droit, les familles, qu'est-ce que vous prévoyez pour ces familles-là? À ce niveau aussi, on a entendu beaucoup de plaintes, on dit mais ils meurent, après qu'est-ce qui est prévu pour eux, comme les soldats par exemple, dont les familles bénéficient de 10 millions au niveau de la compensation financière? Oui, là également il y a un décret depuis le temps du gouvernement Paul Kabatiba qui consacre à cela. Et si vous avez bien suivi l'allocution de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, il a expliqué les procédures que nous devons suivre pour pouvoir aboutir à cette indemnisation. Quoi qu'il en soit, l'indemnisation sera faite parce qu'il y a un texte qui encadre cela. Ce sont des questions de lourdeur administrative, de reconnaissance des ayants droit, etc. Et vous le savez très bien. Vous en êtes confronté au niveau du ministère de la Santé? Avez-vous les mêmes difficultés pour le traitement des dossiers? Absolument, ça se trouve partout. Oui. Partout. Vous l'avez dit, 7 agents de santé qui sont tombés. Combien de centres de santé sont fermés à ce jour au Burkina Faso du fait de l'insécurité? Alors, nous avons 20% des structures qui sont fermées
ou qui ne fonctionnent pas suffisamment en raison de l'insécurité sur l'ensemble des structures que nous avons. Nous avons à peu près 2146 formations sanitaires publiques et nous avons 20% qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent à mi-temps. C'est quand même énorme. C'est énorme parce que nous avons environ 7 régions qui sont concernées par le conflit et donc dans des situations très difficiles, lorsque les forces de sécurité n'y sont plus, il est difficile pour les agents de santé et les autres démembrements de l'administration déconcentrés d'y rester. Et donc nous essayons de travailler de concert avec les forces de défense et de sécurité pour pouvoir offrir donc les soins de santé dans un environnement assez sécur. Alors combien d'agents de santé sont impactés aujourd'hui? Parce que si vous avez 20% de centres de santé qui ne fonctionnent plus, ça veut dire qu'il y a un nombre important d'agents de santé aussi, peut-être qui ne travaillent plus. Oui, ces agents ont été redéployés. Ils ne sont pas abandonnés. Ces agents ont été redéployés dans les chefs-lieux de communes ou de provinces pour fonctionner dans les autres formations sanitaires. À ce niveau, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'agents qui sont à la maison et qui ne travaillent pas. Ils sont redéployés dans les autres formations sanitaires. Je voudrais encore insister sur la question sécuritaire. Est-ce que vous avez un plan spécifique pour les agents de santé dans les perspectives à venir au niveau du ministère de la Santé? Si ce n'est même pas dans les perspectives, c'est maintenant. Nous avons pris un certain nombre de mesures. Au niveau du CORUS, le Centre des opérations et des réponses aux urgences sanitaires, nous avons nommé par arrêté un incident manager qui s'occupe d'encadrer les différents agents de santé sur les questions sanitaires et sécuritaires. Et nous avons tout un dispositif qui a été mis en place, que je ne dévoilerai pas ici, qui permet de réduire au maximum le risque. Que ce soit les missions qui quittent Ouaga pour aller en province, que ce soit les missions à l'intérieur d'une région sanitaire qui vont d'un point A à un point B, tout ça est organisé aujourd'hui pour réduire le maximum de risques d'être dans une situation assez difficile. Alors, est-ce que des agents de santé vous contactent pour dire qu'ils sont régulièrement menacés, intimidés dans l'exercice de leurs fonctions dans certaines zones à défi sécuritaire aujourd'hui? Si. Pas beaucoup, mais si, puisque nous avons notre agent qui s'en occupe au niveau du CORUS et qui centralise toutes les plaintes, même moi sur ma page, souvent je reçois des messages qui me permettent de vérifier au niveau de l'incident manager pour s'assurer de ce qu'il y a. Et régulièrement, nous avons des équipes qui vont pour renforcer les capacités des agents sur le plan sécuritaire et nous le faisons en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Oui. Alors, si on reste toujours dans la dynamique, la plupart des agents de santé aussi se demandent est-ce que les affectations ne sont pas faites par affinité pour envoyer telle ou telle personne dans un endroit qu'on ne souhaiterait pas voir en ville ou dans une zone assez sécurisée? Non. Est-ce que vous veillez à ce qu'il y ait la transparence à ce niveau-là? Je crois que si. Déjà, lorsque vous devez être intégré, quand vous avez été réussi à votre concours d'intégration, eh bien, le choix se fait par ordre de mérite. Donc, le premier choisi jusqu'au dernier. Et donc, nous n'interférons pas. Le ministre de la Santé n'envoie pas d'instruction pour faire du favoritisme à telle ou à telle personne. Non. Ça ne se fait pas depuis en tout cas que je suis au cabinet. Je ne l'ai jamais fait. Est-ce qu'il n'y a pas des gens aussi qui demandent en contrepartie financière d'être affectés à tel ou tel endroit? On a vu ça dans certains ministères où ça pose nettement problème. Oui, quand ça arrive, c'est qu'une situation anormale. C'est comme quelqu'un qui va voler du matériel. Donc, c'est une situation anormale. Avec vous, c'est tolérance zéro. Ça veut dire que si vous prenez un agent qui s'adonnerait à cette pratique-là, vous n'allez pas tolérer ce comportement-là. Eh bien, à ce niveau, vous voyez bien le ton qui a été lancé par le peuple. Le discours qui a été lancé par son Excellence, Monsieur le Président de Faso. Le message qui a été transmis par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. La bonne gouvernance. Et tout cela participe de la bonne gouvernance. Si nous tolérons de telles pratiques, eh bien, ne soyez pas étonnés que ça prenne de l'ampleur. C'est tout comme le vol des médicaments dans certaines formations sanitaires. Il y a des gens qui croupissent en prison. Il y a des pharmacies qui sont fermées. Il y a des dépôts qui sont fermés. Nous devons donner une réponse assez correcte à ce niveau pour décourager tout contrevenant. Et à ce niveau, vous y travaillez, à vous entendre parfaitement. Et si on ouvre le gros chapitre consacré au centre de santé, les infrastructures défaillantes au Burkina Faso. Alors, on vous a vu à Fadangourma. Oui. À ce niveau, vous étiez très attendu. Les populations se plaignent parce que l'État fait des promesses qui ne sont pas tenues. C'est vrai. Alors, si vous voulez qu'on parle du cas de Fada. Mais on parle du cas de Fada parce qu'il nous regarde actuellement. Eh bien, je voudrais saluer les populations de Fada qui nous regardent. Nous avons fait le déplacement de Fada.
Nous avons rencontré la société civile, les forces vives et l'administration décentralisée et déconcentrée. Nous avons échangé autour des questions de santé concernant non seulement le CHR de Fada, mais aussi le futur CHR universitaire et les différentes formations sanitaires de la zone. À toutes ces questions, nous avons apporté des éléments de réponse. Pour ce qui concerne le futur CHR, eh bien, nous avons expliqué comment le processus est engagé pour que Fada puisse avoir un nouveau CHR universitaire avec une contrepartie burkinabé et l'appui d'un partenaire. Ça fait 45 milliards, 30 milliards de francs CFA financés par les Pays-Bas et 15 milliards pour la contrepartie burkinabé. Nous nous sommes déplacés sur le site et l'étude de faisabilité pour pouvoir faire le costing a été attribuée à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. C'est eux qui ont fait l'étude et qui y sont toujours et qui vont finaliser également avec l'étude d'impact environnemental pour, in fine, lancer un appel d'offres pour recruter l'entreprise qui va faire le travail. Mais en attendant, oui, au niveau du CHR de Fada, nous avons entrepris une démarche pour combler les insuffisances. Il y en avait assez, hein, parce que quand vous êtes, avant même que vous n'arrivez là-bas, vous étiez attendu de pied ferme. Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais je crois qu'après mon départ, la société civile a reconnu des efforts qui ont été faits pour pouvoir combler les insuffisances. Aujourd'hui, le CHR de Fada a le plus grand nombre de médecins spécialisés par rapport aux 9 autres CHR qui existent au Burkina Faso. Il y a environ 27 médecins spécialistes, sans compter les autres. Et nous avons entrepris de combler les insuffisances au niveau du plateau technique. Le CHR de Fada va recevoir dans moins de 4 mois un scanner neuf. Ils vont recevoir un laboratoire mobile de grande capacité et une fois que le CHR va finir, on transportera le laboratoire. Et on espère que ce ne sont pas des appareils qu'on va les déposer, couvrir, comme souvent de par le passé. Non, pas du tout. On arrive à le constater sur le terrain. Non, pas du tout. Une chose est d'acheter du matériel, l'autre aspect c'est l'utilisation qu'il faut impérativement. Ici, nous sommes allés sur un format 1+4. 1+4, ça veut dire que c'est l'installation avec 5 ans de garantie et service après-vente. Donc nous sommes plus à l'aise que les autres formats. À ce niveau, il n'y a même pas de souci. Pour ce qui concerne toute la région de l'Est, nous avons un plan d'investissement avec un accompagnement de la Banque mondiale, qui est un projet d'urgence territoriale. Sans sécurité, on se demande comment vous allez arriver à faire cela. Eh bien, il faut dire qu'à ce niveau, nous travaillons de concert avec les forces de sécurité. Là où les zones sont sécurisées, nous faisons des investissements. Là où les zones ne sont pas sécurisées, nous nous mettons en retrait en attendant qu'il y ait des actions militaires, civilo-militaires pour ramener la sécurité et nous permettre de poursuivre notre plan d'investissement. Alors, et le passif au niveau des FADA, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que la plainte aussi, c'était à ce niveau, des travaux qui commencent, qui ont été lancés, qui ne tenaient pas, entre autres. Ben oui, vous avez des entreprises qui ont été défaillantes, des maîtrises d'ouvrage déléguées qui ont été complètement défaillantes. Et ces maîtrises d'ouvrage déléguées ont été interpellées. Il vous souviendra qu'il y a eu même une enquête parlementaire sur les maîtrises d'ouvrage déléguées. Toutes les maîtrises ne sont pas mauvaises, mais beaucoup se sont montrées défaillantes, y compris certaines entreprises. Et l'exemple donc du CHR de Fada est là. Vous avez un gros chantier où il y a du fer qui a été abandonné. Nous avons vu, nous avons interpellé et nous avons entamé une procédure pour relancer donc les travaux abandonnés. Et il n'y a pas seulement que là-bas. Oui, bien sûr. Nous avons accordé une priorité sur les chantiers inachevés. C'est pour cela qu'il y a un mois, à partir de Pau, j'ai lancé la reprise des travaux de CMA de Pau, de Ndorola, de Campi et de Djebougou qui étaient arrêtés depuis de nombreuses années. Oui, mais on reprend avec qui? Les mêmes acteurs défaillants ou bien vous prenez de nouvelles entreprises? Qui paye l'addition à ce niveau-là? À ce niveau, il faut faire la part des choses. Oui. Parce qu'il y avait la responsabilité aussi de l'État, l'absence de ressources financières. C'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Tout n'est pas mauvais. Là où nous avons repris, c'est là où l'État n'avait pas de ressources en raison de la situation les mêmes entreprises? Avec les mêmes entreprises, oui. Avec les mêmes maîtrises d'ouvrage déléguées. Ce sont les maîtrises d'ouvrage déléguées qui recrutent les entreprises. Donc nous avons réactivé donc les conventions qui étaient en cours pour apporter des ressources financières afin d'achever ces infrastructures qui sont attendues par les populations. Nous avons du même coup relancé les travaux qui étaient arrêtés pour la transformation de 20 CSPS en centres médicaux. Oui.
sur C'est un vieux projet, celui-là aussi. Oui. Et puis, à un moment donné, les médecins avaient dit qu'ils n'allaient pas repartir dans certains endroits parce que les conditions n'étaient pas réunies pour un médecin d'aller dans un endroit où il n'y a qu'un CSPS. À son temps aussi, les plaintes avaient été enregistrées au niveau des médecins. Oui, mais nous avons repris. Comme je vous explique, il y a une dynamique. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on puisse affecter des médecins au niveau des CSPS qui vont être transformés en CMA? Eh bien, lorsque un CSPS est transformé en centre médical, ce sont des infrastructures nouvelles qu'on vient ajouter. On réhabilite les anciennes infrastructures et on apporte un équipement. Et une fois que c'est transformé, eh bien, l'équipement accompagne. De sorte que nous sommes à l'aise d'envoyer un médecin avec une équipe pour travailler. Le tout n'est pas l'équipement. Les médecins avaient parlé de logement aussi, d'indemnité, d'accompagnement à ce niveau aussi. Est-ce que cette question est réglée? Vous pouvez le dire face caméra aujourd'hui que c'est réglé? Je dirais qu'il y a toute une dynamique. Partout, les problèmes ne sont pas complètement réglés, mais il y a des endroits qui ont trouvé des solutions et la dynamique est de corriger à tous les niveaux. Lorsque nous construisons une infrastructure sanitaire, nous construisons le logement. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas de difficulté. Et aussi, il y a des endroits là où il y a un centre médical, eh bien, il y a des logements possibles dans l'environnement. Vous avez les cités qui sont construites un peu partout à l'occasion des 11 décembre qui permettent donc d'héberger. Ça, on peut nuancer tout le monde. un peu Voilà, tout de donc, même cet aspect-là. Voilà. Mais si nous continuons dans la même dynamique, il y a combien de CHE qui vont être transformés en CHU? Parce que ça faisait partie de l'une des promesses. Et jusqu'à l'heure où on se parle, on se rend compte que ça quand même marque le pas, ce projet-là. Non, tous les CHR doivent être transformés en CHR universitaires. C'est un engagement présidentiel. Le premier, c'est le CHR de Waïbia, qui a été transformé en CHR universitaire. Nous avons des hôpitaux universitaires qui y sont affectés. Et cette année, le ministère de la Santé a fait un réaménagement budgétaire et nous avons injecté 1 milliard de francs CFA pour poursuivre cette transformation en améliorant les infrastructures d'accueil. Voilà, c'est important de le préciser parce qu'il y a des étudiants de Waïguia justement en médecine qui se plaignaient que les conditions n'étaient pas bonnes comme à Ouaga ou à Bobo parce que tout n'était pas réuni. Parce que politiquement, on le dit, mais techniquement, souvent, sur le terrain, ce n'est pas la réalité. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Il faut aller à Waïguia pour regarder la dynamique. Waïguia a un scanner tout neuf qui est installé. Waïguia a aujourd'hui une grande capacité pour la dialyse, ce qui n'existait pas avant quand on a créé la fac de médecine. Et nous sommes toujours en train d'améliorer le plateau technique à travers le plan d'urgence pour les hôpitaux, qui est un impératif. Et ce plan d'urgence concerne environ une vingtaine de formations sanitaires. Il a été costé à 228 milliards. Il a déjà eu un examen en conseil de cabinet autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et bientôt, nous allons le faire passer en conseil de ministre pour son adoption sous forme de rapport. Et nous légitimer donc dans la recherche des guichets financiers pour pouvoir poursuivre les investissements. Vous avez commencé par Waïguia et les autres CHR universitaires. Est-ce que le même processus est enclenché partout? Est-ce que les devises, enfin les fonds seront mobilisés effectivement pour que les transformations soient réelles sur le terrain? Je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de... Si vous prenez le CHR de Zignaré, qu'est-ce qui manque pour qu'il soit transformé en CHRU? Il y a déjà toutes les infrastructures. Et son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a donné des instructions pour qu'on recrute des assistants hospitaliers universitaires, 44 assistants hospitaliers universitaires, pour déjà marquer la présence des ressources humaines dans ces CHR. Et ensuite, pour les prochains concours d'agrégation, les postes vont être créés sur les CHR, pour que celui qui veut devenir professeur agrégé, qu'il choisisse son poste parmi les 9 CHR. Impérativement, c'est une obligation. Ah oui, puisque... Mais est-ce que l'État doit obliger les gens à faire ce choix? Ce n'est pas une obligation. L'État, pour que quelqu'un soit professeur, c'est un investissement de l'État. C'est votre argent. C'est l'argent du contribuable. Et celui qui habite Koudgou a besoin également d'un professeur d'une grande compétence pour participer à l'équipe de soins. Et donc, ce n'est pas normal que Ouagadougou concentre tous les hospitaux universitaires au point qu'il y ait saturation où on se piétine sur les pieds. Vous achetez une grosse bagarre avec vos collègues, non, sans doute. Non, ce n'est pas une bagarre, oui. C'est un dialogue et c'est connu. Mais est-ce que ça fait l'unanimité? Ce n'est pas évident que tout le monde accepte ce principe, monsieur le ministre. C'est comme payer l'impôt. Est-ce que tout le monde veut payer l'impôt? Mais c'est une obligation. Je crois qu'il faut que l'État reste dans son plan d'investissement pour renforcer le développement du capital humain et promouvoir la solidarité. C'est comme ça. Si tout le monde est là, on ne peut pas. C'est comme les affectations des agents. Laissez les hospitaliers universitaires et les agents de santé. Si on demande de choisir entre Mangodare et Ouagadougou, pour quelqu'un qui a sa famille ici, il ira où? Il ira à Ouagadougou.
Donc aujourd'hui, vous, hommes et femmes des médias, vous devez nous encourager et encourager le gouvernement dans cette déconcentration des ressources humaines hautement compétentes pour participer aux soins et aussi Oui. améliorer les sites d'accueil pour la formation des futurs médecins. C'est très important. Ces hospitalo universitaires, vous dites qu'on se piétine même à Ouagadougou aujourd'hui. Vous en avez une cartographie au Burkina Faso actuellement en termes de couverture du territoire? Ben, il faut regarder où se trouvent les hospitalo en tant que universitaires. ministre, je suppose que vous avez fait des études. C'est Ouagadougou. Oui, mais il y en a combien à Ouagadougou au jour d'aujourd'hui? Ce sont des ressources humaines de l'enseignement supérieur. Donc, même en tant que ministre de la Santé, vous devez avoir quand même vos chiffres. Nous en avons beaucoup. Oui. Nous en avons suffisamment. Je ne peux pas vous donner un chiffre de tous les hospitalo universitaires parce qu'il y en a beaucoup depuis l'assistant jusqu'au professeur titulaire. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que nous en avons à Ouaga, nous en avons à Bobo, nous en avons à Wayouia. Il y a beaucoup d'hospitalo universitaires. Donc, vous souhaitez que toutes les régions soient couvertes à partir de maintenant? Tous les 9 CHR, oui. C'est le programme présidentiel, c'est la volonté de son Excellence, Monsieur le Président. Il a été élu sur la base de tous ses engagements. Et nous ne devons pas les remettre en cause. Et si éventuellement vous êtes face à un mur, des gens qui ne veulent pas entendre de cette oreille ces affectations? Non, il y en a qui veulent. Ce n'est pas qu'on va prendre quelqu'un pour affecter. Les nouveaux arrivants, il y en a qui veulent. Donc les anciens restent à Ouaga? Parce que là, ce sont vos collègues, ce sont vos camarades et autres. Eux, ils ne vont pas bouger. Ce sont les jeunes que vous allez envoyer à l'intérieur. Pas du tout, pas du tout. Moi-même, étant jeune médecin, j'ai été l'un des premiers médecins à travailler dans un CMA il y a 21 ans. D'accord? Il n'y avait aucun médecin spécialiste. Donc aujourd'hui, les jeunes médecins qui vont être affectés, ils sont même d'accord pour partir parce qu'ils veulent développer, ils ont des capacités. Et ils veulent développer pour ne pas rester dans un environnement où ils ne peuvent pas déployer toutes leurs capacités. Ce n'est pas de la flagellation. Non, pas du tout. C'est de la promotion. Permettre une promotion. Ah oui. Quitter un centre urbain pour aller en milieu rural, c'est une manière de promouvoir les gens. Le milieu rural, quitter ici, aller à Koudgou, ce n'est pas une flagellation. Qu'est-ce que vous voulez que les habitants de Koudgou vous disent? Quitter Ouagadougou pour aller à Ziaré, ce n'est pas une flagellation. Quitter Ouagadougou pour aller à Gawa, au CHR, ce n'est pas une flagellation. Donc si demain vous n'êtes pas ministre de la Santé, vous serez prêt à aller à Gawa pour servir sans problème? Mais que ce soit connu de tous dès maintenant. Ça ne pose aucun problème. Alors, je veux savoir, est-ce que finalement vous aurez des mesures d'accompagnement pour ceux-là qui vont être envoyés à ces endroits-là? Je crois que, comme on dit, si le marguerite secoue un pantalon, il sait mettre sa queue. Donc si le gouvernement, le président du Faso en a décidé ainsi, c'est que les mesures d'accompagnement vont suivre. C'est une question de budgétisation. Et je crois que jusque-là, au maximum, à ce niveau, l'État a essayé d'accompagner ceux qui sont hospitalo-universitaires dans les endroits actuels. Et lorsque nous allons faire une déconcentration, eh bien, il y a un certain nombre de mesures qui vont accompagner. Sur le plan du plateau technique, les investissements sont en cours. Donc, les ressources humaines vont arriver et trouver des plateaux techniques et des hôpitaux dignes de ce nom. Gawa, dans 36 mois, aura un CHR universitaire. Oui, mais pour Gawa, faisons une escale là-dessus. C'est en mode PPP. C'est ce qu'on a décidé en Conseil des ministres pour le cas de Gawa. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des risques éventuellement que le travail soit mal fait éventuellement? Non, il y a tout un mécanisme de contrôle et nous avons tiré des leçons des chantiers passés. Je crois qu'il faut faire confiance au gouvernement à ce niveau pour ce qui concerne les contrôles parce que nous avons tiré des leçons. On a eu beaucoup de chantiers inachevés, des chantiers qui ont été bâclés et nous avons quand même tiré des leçons et nous ferons en sorte que l'exécution soit faite de façon très professionnelle avec un suivi pour une bonne redevabilité. Alors, restons toujours dans la dynamique de ces affectations. Est-ce que vous avez pour ambition d'ouvrir des filières de médecine dans les 13 chefs-lieux de région du Burkina Faso? Non, non, non. Ce chantier n'est pas inscrit dans le programme présidentiel. Alors, continuons dans la dynamique. Beaucoup de jeunes médecins qui finissent la formation sont obligés de passer par des concours. On ne recrute pas assez. Quelqu'un qui a fait 7 à 8 années d'études, qui n'a même pas d'emploi au Burkina Faso. Est-ce que c'est normal dans un pays où le déficit est important qu'on pousse les jeunes à passer par des concours pour avoir droit à la fonction publique? Vous savez, la manière de rentrer dans la fonction publique a été recadrée depuis 2017. Et ça, ce sont des dispositions réglementaires. Pour rentrer dans la fonction publique, il faut faire un concours. Dans le temps, même moi-même, j'ai été recruté sans concours parce qu'il y avait plus de besoins que de médecins disponibles. Et à partir de 2007, il y a eu une réglementation qui oblige tout agent public à faire un concours pour rentrer. Mais vous avez dit plus de besoins que de médecins.
Alors, si on reste dans la même dynamique de votre argument de tout à l'heure, Oui. quel est le chiffre de médecins qu'on a par rapport à la taille de la population? Parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas assez de médecins sur l'ensemble du territoire. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de médecins Non, il n'y formés. a pas. Oui. Nous sommes Donc, vous loin. êtes dans la même Nous, situation que ces jeunes nous d'aujourd'hui. sommes loin. Eux aussi, ils auraient dû bénéficier de ces mêmes avantages que vous. Je suis entièrement d'accord. C'est comme la bourse d'études. Moi, j'en ai bénéficié. Il y en a qui ne bénéficient pas. C'est ça. Donc, l'idéal aurait été qu'ils en bénéficient. Ça, c'est une réalité. L'État a besoin de médecins. Nous n'avons pas encore atteint le ratio qu'il faut pour dire que nous sommes dans les normes. C'est quoi le ratio pendant qu'on y est? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir... une bonne couverture sanitaire. Si vous voulez avoir une bonne couverture sanitaire, vous devez avoir un médecin pour combien? Vous devez avoir au moins un médecin pour 5000 habitants. L'état actuel? Nous sommes loin de ça. Nous avons, sur l'ensemble des médecins inscrits au tableau de l'ordre, nous ne sommes pas plus de 5000. Et tout le monde n'est pas dans le public. C'est vrai qu'il y a une production annuelle de médecins, mais l'État a une capacité réduite. Aujourd'hui, vous savez très bien que les capacités financières de l'État ont diminué. Pourquoi? Parce que nous faisons face à une crise internationale et qui a retenti sur le Burkina avec l'insécurité et la Covid-19 qui ont diminué les recettes de l'État. Donc aujourd'hui, si nous voulons recruter des médecins, il faut avoir les moyens de les payer. Donc l'État, à tous les niveaux, il n'y a pas seulement que les médecins. Tous ceux qui sont à l'université ne sont pas automatiquement recrutés sans concours. Et pourtant, on a besoin des économistes. Oui, mais pour le cas des médecins, on sait que le besoin est plus important. Dans un pays malade, est-ce qu'on peut se développer? Il n'y a pas que les médecins et les infirmiers. Oui, c'est le même lot. Parce qu'il y a même des jeunes infirmiers qui posent la même problématique. Ils vont se faire former à leurs propres frais. Pour avoir accès à la fonction publique, c'est la croix et la bannière aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a des insuffisances à combler. Et je suis certain qu'à chaque fois que l'État aura les capacités, l'État va augmenter. Je vous donne un exemple. En 2017, lorsque on a institué le concours, en 2018, on a fait le concours. Il y avait plus de postes disponibles que de médecins disponibles. On a pris tout le monde. En 2019, pareil. En 2020, il y a eu 250 postes et il y avait plus de médecins disponibles. Presque le double de médecins candidats, effectivement. Et donc, il y a eu des médecins qui n'ont pas été recrutés. En 2021, nous avons mis 400 postes pour le prochain concours. Donc, voilà. Donc, 2022 ou 2021? 2021, nous avons mis. Pour 2022, nous n'avons pas encore. Vous n'avez pas encore une idée du nombre de médecins à recruter. Voilà. Donc, mais nous faisons le plaidoyer auprès du gouvernement pour faire en sorte qu'il y ait autant de médecins recrutés dans la fonction publique. Tous les jours. Et nous le faisons pour les paramédicaux, c'est-à-dire les infirmiers et les autres corps, jusqu'au brancardier. Parce que chacun compte, ce n'est pas seulement le médecin. Si vous êtes dans une équipe et qu'il n'y a pas tous ces emplois-là, c'est difficile d'impacter sur la santé des populations. Donc, c'est une équipe. Ce n'est pas seulement focus sur le médecin ou sur le pharmacien. C'est tout le monde, l'esprit d'équipe. Est-ce que vous promettez à ces milliers de jeunes qui nous regardent actuellement que les chiffres vont évoluer dans les années à venir? Parce qu'ils sont nombreux à se poser des questions sur leur avenir aujourd'hui. Vous savez que quand l'État ne les prend pas dans le privé, ils sont mal payés, les conditions ne sont pas bonnes et tout ça. Vous savez que pour que ces chiffres-là puissent s'améliorer, chacun de nous compte. Même vous, vous comptez. Comment l'État constitue ses ressources? C'est l'imposition. Donc, si nous n'avons pas tous un comportement citoyen, on crée un cercle vicieux et les capacités de l'État ne vont pas pouvoir augmenter. Mais plus l'État a des capacités, plus l'État pourra résolver ou créer des conditions d'emploi même dans le secteur privé pour des équipes médicales qui vont se mettre ensemble et finalement signer un partenariat public-privé avec l'État pour que l'État ne soit pas obligé de recruter des médecins ou des infirmiers, mais l'État leur vend donc dans le cadre d'un contrat pour qu'ils puissent exécuter et l'État paye. Et donc c'est ça qui est important. La finalité, ce n'est pas forcément la fonction publique, mais c'est avoir un emploi et participer aux côtés du secteur public pour offrir les soins de santé. Et nous sommes également inscrits dans cette dynamique. Alors revenons donc sur la situation des médecins. Vous avez dit qu'ils étaient souvent les mieux payés et ils étaient absents au poste de garde. Cette bagarre, vous l'avez aussi, on l'a vu passer récemment. Oui. On a senti un peu un règlement de compte qui ne disait pas son nom entre le ministre et certaines personnes. Non, je ne crois pas. Entre les agents de santé et moi, il n'y a pas de règlement de compte. Pas du tout. Je suis le premier responsable.
et je suis chargé de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans le secteur santé. Et donc, il peut y arriver qu'il y ait des incompréhensions, mais ce n'est pas la règle. La règle est que nous nous entendons et nous arrivons à offrir les soins dans un environnement serein et comme vous le constatez. Mais est-ce que réellement vous avez un problème avec les médecins qui ne sont pas dans les postes de garde? C'est pas, même vous-même, vous avez des problèmes avec eux. Non, la question ne m'est pas adressée. C'est à moi de vous poser la Oui, question. Parce que c'est c'est- une réalité. Non, Les citoyens se plaignent du fait que... C'est un manquement grave. Ok. Vous savez, nous sommes payés pour faire 35 à 40 heures au poste de travail. Si nous ne le faisons pas, c'est une insuffisance et on ne doit pas en être fier. Et à chaque fois que nous constatons des insuffisances et des manquements, nous devons attirer l'attention de ceux qui sont responsables pour qu'on corrige l'anomalie. On ne doit pas institutionnaliser une insuffisance. Ce n'est pas possible. Les indemnités de garde, pendant qu'on y est, parlons-en, les gens ont trouvé que c'était insuffisant, ce n'était pas suffisamment servi et autres. Est-ce qu'à ce niveau, vous comptez mener le plaidoyer pour que les agents de santé qui font la garde soient mieux rémunérés par rapport à leur travail? Déjà que nous arrivons à mettre en œuvre la fonction publique hospitalière, elle se déroule, mais elle n'est pas encore arrivée à son terme. Et donc, les effets bénéfiques générés par la fonction publique hospitalière n'ont pas encore touché tous les agents de santé. C'est d'abord ça, qu'on arrive à accélérer le processus pour faire en sorte que les effets induits par la fonction publique hospitalière puissent atteindre le maximum d'agents. Et ensuite, le combat pour améliorer les conditions de vie du reste, c'est déjà même dans la plateforme syndicale avec nos partenaires sociaux. Et le gouvernement s'est saisi de ces points-là, qui sont environ 70 points, parmi lesquels ces éléments-là, pour travailler dessus. Et à chaque fois que les possibilités sont offertes à l'État, il n'y a pas de retenue. Et quels sont les taux servis actuellement pour l'ensemble des médecins, les infirmiers et autres? Alors, c'est variable selon les catégories. Ça varie de 2 000 à 15 000. Par garde? Oui, par garde. Vous savez qu'avant la loi sur la fonction publique hospitalière, l'indemnité de garde était forfaitaire. C'était autour de 10 000 francs pour le maximum. Payé, même si vous ne prenez pas de garde, même si vous êtes dans un bureau, vous prenez une indemnité de garde. Donc, imaginez-vous ce que... Donc, maintenant, c'est fini. Hein. Ah, Désormais, celui non, qui n'est pas de garde, il n'a pas droit à un centime. Non, la garde est payée à l'acte. Quel est le mécanisme de contrôle que vous l'avez, monsieur le ministre? Parce que c'est facile de le dire sur le plateau ici que... Parce que pour vous, c'est clair, celui qui ne prend pas la garde n'a pas droit à l'indemnité. Non, c'est clair. C'est clair. Celui qui ne prend pas la garde n'a pas droit à l'indemnité, puisque ça a été décroché du salaire. Et c'est payé par les établissements. Donc, si un établissement sert une indemnité de garde à celui qui n'en prend pas, eh bien, c'est du détournement, c'est du vol. Ce n'est pas normal. Et si vous avez connaissance des cas comme ça, il faut nous signaler pour que nous puissions adresser une réponse à ces questions. C'est à vous de trouver le mécanisme de contrôle au niveau du ministère de la Santé. Ben, nous avons des mécanismes de contrôle qui ne sont pas suffisamment solides. Et du reste, ça explique beaucoup d'insuffisances dans le système de santé. Et c'est ce que nous voulons également construire dans le cadre de notre mandat. Nous voulons construire le pilier insuffisant ou manquant du système de santé. C'est la bonne gouvernance et le leadership dans la gouvernance des services de santé. Et les corps de contrôle sont insuffisants. Oui. Nous n'avons même pas plus de 5 inspecteurs. Nous n'avons pas de contrôleurs des services de santé. Nous n'avons pas plus de 5 inspecteurs des services de santé et qui sont au niveau central. Donc, c'est difficile d'avoir un contrôle pertinent, indépendant. Et les contrôleurs qui sont à l'intérieur des hôpitaux, c'est difficile de contrôler quelqu'un qui doit signer votre papier. Donc, vous voyez, il y a un conflit d'intérêts. Et donc, aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de la construction des différents segments de la bonne gouvernance. Nous voulons construire la filière de formation des inspecteurs des services de santé et des contrôleurs des services de santé pour pouvoir les mettre... Avec une formation spécifique, hein? À l'ENAM. OK. Nous avons déjà engagé donc les échanges et le groupe qui va faire donc la conception de tous les curricula de formation. Nous allons également promouvoir notre relation avec les partenaires sociaux et les sociétés savantes. Nous allons également promouvoir la démocratie sanitaire pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une implication communautaire plus importante de la société civile dans la gouvernance des services de santé. Nous devons faire en sorte que chaque responsable en ce qui le concerne puisse incarner un leadership transformationnel. Pourquoi? Vous êtes nommé, vous êtes compétent, mais vous n'arrivez pas à entraîner une solidarité autour de vous
ni à impulser une dynamique. La question du management. Le leadership dans la gouvernance des services de santé. Et nous voulons créer ce forum africain de leadership dans la gouvernance des services de santé à Ouaga pour faire en sorte que tous les responsables puissent repasser par là afin de comprendre les enjeux de leurs responsabilités. Remise à niveau, hein, comme on le dit très souvent. Mais je voudrais qu'on parle d'un autre sujet qui fâche au Burkina Faso. Les gens qui abandonnent les hôpitaux publics pour aller travailler dans le privé. À ce niveau, les populations attendent beaucoup du ministère pour qu'on n'abandonne pas les centres de santé publics pour aller servir dans le privé. Qu'on puisse faire un choix définitif à ce niveau-là. Là également, c'est réglementé. Si vous prenez la loi 057, il y a eu un décret qui en découle, qui porte sur les horaires et l'organisation du travail dans les établissements publics. Et ce décret-là encadre les vacations de chaque agent public dans le privé, en disant que tout agent public qui veut travailler dans un établissement privé en vacation, il a droit au maximum à 2 demi-journées dans la semaine après avoir fini ses 35 à 40 heures dans l'hôpital. Et aussi sur la base d'une convention tripartite signée entre lui-même, son établissement d'origine et l'établissement d'accueil. Et nous avons, au niveau du cabinet, préparé un arrêté et des conventions. Et très bientôt, en début d'année, nous allons réunir l'ensemble des détenteurs d'enjeux, partenaires sociaux, sociétés savantes et établissements privés pour discuter donc sur le contenu de cet arrêté et des conventions afin de mettre en œuvre l'esprit de la loi. Ce sera désormais définitif. Hein. On pourrait faire le choix, soit travailler définitivement ou pas forcément. Non, la loi dit que si vous voulez travailler, c'est 2 demi-journées. Donc au moins, nous allons d'abord sur ça et ensuite nous allons évaluer pour en aviser. Vous êtes au courant que beaucoup donnent des rendez-vous dans les cliniques privées que de recevoir dans les hôpitaux publics? Oui, je crois qu'il y a des insuffisances comme ça qui sont constatées ça et là et ça nous revient. Nous écoutons les émissions interactives, les gens racontent. Il y a des plaintes également qui sont notées au niveau des formations sanitaires dans les boîtes à lettres pour les suggestions. Donc nous sommes conscients qu'il y a des dérives à ce niveau. C'est pour cela que nous voulons encadrer avec la mise en œuvre donc, de ce décret-là, de cet arrêté que nous allons mettre en œuvre et aussi des conventions qui seront signées de façon tripartite. Est-ce que les contrevenants pourront être sanctionnés? Parce qu'au Burkina Faso, une chose est d'avoir des textes, mais l'autre aspect très important, c'est qu'on puisse se retrouver face à un mur, à des partenaires qui ne vont pas accepter qu'on sanctionne leurs militants et autres. Personne n'accepte qu'on sanctionne. Regardez toute la dynamique du ministère de la Santé. À chaque fois que le ministre de la Santé a interpellé quelqu'un sur ses insuffisances, regardez la réaction. Mais ça ne vous décourage pas, hein? Non, c'est une mission publique. Celui qui ne veut pas être critiqué, il ne faut pas accepter d'être responsable, au ministre surtout. Donc, je suis conscient et j'accepte la critique. Mais sur ce dossier-ci, là, vous allez bander les muscles, hein? Nous allons dialoguer. Vous savez, bander les muscles, c'est un mot très fort. Nous allons dialoguer. Mais c'est pour l'ensemble des citoyens. Oui. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'argent. On les contraint à aller dans le privé payer des sommes stratosphériques alors qu'ils auraient pu bénéficier de ce soin-là facilement, peut-être 50 000, 25 000 dans les hôpitaux publics. Je suis d'accord avec vous. C'est pour cela que nous devons privilégier le dialogue avec les différents acteurs pour leur expliquer l'esprit de la loi et l'intérêt pour chacun de nous, pour le vivre ensemble, pour l'intérêt des masses populaires, de mettre en application cette disposition réglementaire. Il faut commencer par le dialogue. Si nous commençons à bander les muscles, nous allons plus gaspiller de l'énergie que de passer par le dialogue. Donc nous allons dialoguer avec les différents détenteurs d'enjeux pour que chacun, à ce qui le concerne, accepte, suive l'esprit de la loi et puis après on verra quels sont les autres écarts qui sont constatés pour à chaque fois faire face. Les plans de carrière, on en parle, les agents itinérants de santé, les infirmiers, les maïoticiens, les sages-femmes, entre autres. Oui. Tout le monde dit le dialogue social est bloqué. On vous a vu donc à la Bourse du Travail. Oui. On a dit encore une fois de plus, il allait juste faire un peu de populisme pour se faire aimer par ses collaborateurs. Oui. Mais est-ce que vous promettez un dialogue social sincère avec les partenaires sociaux? C'est important à ce niveau-là. Alors, je dois vous dire que depuis que je suis arrivé, j'ai fait la main tendue vers nos partenaires sociaux. Nous avons échangé de façon très respectueuse et responsable. Nous avons proposé aux partenaires sociaux de créer par arrêté un cadre permanent du dialogue. Ils ont accepté. Nous avons signé cet arrêté et nous l'avons mis en œuvre. Et ce CAPER, comme on l'appelle, est utilisé soit par l'ensemble des 5 syndicats,
soit par le syndicat qui a besoin de discuter d'une question particulière avec le ministère de la Santé. Et notre dernière session, c'était le 15 novembre. Et depuis que nous avons institué cela, le dialogue, il est serein. Nous discutons franchement et vous avez remarqué de janvier à maintenant, il n'y a pas eu de trouble, tout simplement parce que nous nous comprenons et jusque-là, on n'a pas eu vraiment de problème qu'on n'a pas pu régler à l'intérieur de ce cadre permanent du dialogue. J'ai posé une question, vous avez essayé d'esquiver en parlant, en déroulant ce que vous êtes en train de faire. Les plans de carrière, parlons-en justement. Est-ce qu'à ce niveau, quels sont les blocages? On a même parlé d'indemnité, de réclassement, de mandatement et autres. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez pu faire un casier vide? Parce que c'est ça qui préoccupe les travailleurs au niveau de la le casier vide n'est pas encore fait. Il faut être franc et le dire sincèrement. Et ça, c'est un échec du ministère de la Santé? Non, ce n'est pas un échec. Oui. Il faut regarder quelle est la dynamique qui est installée. Il y a une dynamique qui fait des progrès au quotidien. Pendant que nous sommes en train de nous parler, eh bien, il y a des actes de carrière qui sont constatés. Il y a une équipe qui travaille. Aujourd'hui, nous avons mis du retard dans la mise en œuvre d'un gros segment du système de santé qui est l'AJSP, l'Agence de gestion des soins de santé primaire, qui est une grosse machine du ministère qui a plus de 15 000 agents de santé. Plus de 15 000 agents de santé. Et pour pouvoir bénéficier des effets induits de la fonction publique hospitalière et constater cela sur sa carrière, il faut être fonctionnaire titulaire. Ensuite, il faut être détaché pour être reversé. Il y a toute une procédure. Et quand on n'a pas consacré cela, eh bien, on peut se sentir abandonné. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que tous les jours que Dieu fait, nous voyons que le compteur pour la régularisation de la carrière de chacun progresse. Ça va prendre combien de temps? Parce que les fonctionnaires qui nous regardent, ils attendent ça. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas un compteur et ils veulent que dans le réalisme des faits, le dossier soit traité avec diligence. C'est difficile aujourd'hui de donner une date pour dire, par exemple, à telle date on aura fini. Non. Mais nous demandons, lorsque nous rencontrons nos partenaires sociaux qui sont les représentants des travailleurs, nous leur expliquons toute la dynamique qui est mise en place. C'est quoi le blocage? Eh bien, le blocage, c'est que nous sommes dans une réforme hospitalière. Est-ce qu'il y a un manque de ressources au niveau de l'État? Est-ce que c'est ça aussi qui explique cette lenteur-là? Parce que peut-être que vous ne voulez pas le dire, mais peut-être que c'est l'une des explications qui peut éventuellement tenir. Vous savez que c'est multifactoriel. Ce n'est pas seulement des ressources financières, c'est multifactoriel. C'est les ressources humaines, c'est la technologie, c'est l'argent, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Le monsieur, il travaille, il a besoin que son réclassement soit opérationnel, qu'on lui paye ses indemnités. Et vous sortez tous ces arguments, il ne peut pas vous entendre. Parce que lui, au quotidien, il doit rendre service aux populations pour des soins de santé de qualité que vous lui demandez. Mais après, pour que l'on arrange ces documents, on a des arguments qui Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, il y a d'autres qui sont satisfaits parce qu'ils ont vu leur situation réglée. C'est ça qu'il faut regarder. Donc, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas dire ouvertement quand est-ce qu'on aura un casier vide au niveau du ministère de la Santé? Non, je ne peux pas vous donner une date parce que ce serait prétentieux de vous donner une date. Mais je vous décris toute une dynamique qui est mise en place pour que les actes de carrière puissent être régularisés tous les jours. Et dès que nous allons arriver au casier zéro, eh bien, nous allons prendre la parole pour le dire et expliquer toutes les mesures qui sont prises pour éviter justement ce type de retard. Mais est-ce que vous avez des points hebdomadaires là-dessus? Des points, il faut dire, nous avons un staff quotidien. Sur les carrières? Surtout avec le secrétaire général, sur tous les points saillants. Parce que vous savez que la question des carrières, c'est un point saillant. Et le directeur de la JSP, c'est un juriste. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il est là-bas. C'est un juriste, c'est un magistrat, il était conseiller technique. Et il est organisé aujourd'hui pour faire en sorte qu'on puisse rattraper tout ce retard parce qu'il sait ce que c'est sur le plan juridique que d'avoir une carrière qui soit bloquée. À ce jour, il y a combien d'agents de santé environ qui ont vu leur carrière bloquée? Il faut dire que nous sommes environ, ceux qui ont été reversés, nous sommes environ 20 000 personnes. C'est beaucoup. Nous sommes plus de la moitié de l'effectif. Nous sommes environ 20 000 personnes qui ont vu leur carrière régularisée. 20 000 environ. Oui, nous avons 34 004 agents. OK. Donc, il y a 24 000 agents qui... Donc, le reste se fait progressivement. Et lorsque nous allons pouvoir finaliser l'application informatique pour pouvoir le gérer directement au niveau de la JSP au lieu du SIGASP de la fonction publique, les choses vont aller beaucoup plus rapidement. Et je crois que les techniciens qui sont dessus, ils n'en auront pas encore plus de 2 mois pour nous finaliser tout cela et qu'à
avec un coup de poing. Mais et la question des indemnités, à ce niveau aussi, vous promettez qu'il n'y aura pas de retard, que ce sera payé désormais de façon ponctuelle, régulièrement, pour qu'il n'y ait Mais pas de retard? si, vous savez, il y a des gens qui ont eu un retard en raison donc de ce décrochage Oui. du CIGASP vers la GSP. Et donc, si l'outil informatique ne se met pas en place, il est difficile de corriger. Mais ce n'est pas de l'argent perdu. C'est comme une épargne? Oui, ce n'est pas de l'argent perdu. Oui. Bon, ça ne va pas produire, mais ce n'est pas de l'argent perdu. Oui. Et je saisis l'occasion qui m'est offerte pour vraiment présenter tous mes regrets à tous ces agents qui n'ont pas encore vu leur carrière donc, se voir régularisée. Mais nous leur promettons que c'est quelque chose qui va se faire très rapidement une fois que les techniciens auront terminé. C'est une question informatique maintenant qui va se dérouler. Les agents de santé sont confrontés à un problème, la question de la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Oui. Sur le terrain, il y a souvent des pénuries de médicaments et ils disent que l'État dit, et c'est eux qui sont victimes finalement auprès des populations locales. Est-ce que vous travaillez à corriger ces imperfections qui ont été constatées de par le passé et même souvent maintenant dans certains centres de santé? Oui, je crois qu'à ce niveau, si vous suivez l'actualité, vous verrez que tous les jours, des efforts sont faits pour corriger les insuffisances. La politique sociale de gratuité qui a été mise en place, c'est l'une des meilleures politiques sociales que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a eu à mettre en place au profit des femmes et des enfants, bref, des couches vulnérables. Ça coûte à la bagatelle de l'État environ 30 milliards de francs CFA par an depuis 2016. Ces chiffres-là sont bien à entendre, mais dans les faits, il n'y a pas de médicaments dans les centres de santé. Comment vous expliquez cette situation? Mais vous savez, les parts de responsabilité sont à situer. Déjà, nous devons féliciter non seulement le gouvernement pour ce qu'il a fait, les honorables députés. Maintenant, les insuffisances, c'est au niveau opérationnel. Vous verrez que d'un service à l'autre, ce n'est pas pareil. Si vous levez, vous allez dans tel hôpital, vous voyez que la politique de gratuité elle est mise en œuvre in extenso et il y a des médicaments. Vous allez dans un autre endroit, vous voyez qu'il n'y a pas de médicaments, on donne des ordonnances. C'est une insuffisance sous-sectorielle. Et il a manqué de leadership, il a manqué de la bonne gouvernance, il a manqué de la déontologie. Est-ce que vous avez eu affaire à des cas de vol de médicaments, de détournement de médicaments? Est-ce que des personnes sont actuellement interpellées par rapport... Oui. Je parle même sous le contrôle du procureur de Faso. Nous travaillons en collaboration pour justement donner des sanctions exemplaires à ces personnes. Il y en a qui ont fait la MACO. Récemment, vous avez suivi du côté de Banfora également. Et donc, nous continuons une dynamique de contrôle. Et il y a des personnes qui font des dénonciations. Donc pour vous, c'est inadmissible aujourd'hui que la gratuité soit sabotée parce que finalement, il y en a qui veulent détourner du médicament public pour vendre. C'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour le ministre de la Santé. C'est inacceptable pour tout le monde. Alors, revenons toujours donc, sur un autre élément. Est-ce que vous êtes fervent défenseur de la bonne gouvernance? Absolument. Le centre de cancérologie de Ouagadougou, on en parle. On a du matériel qui est toujours dans des containers. Est-ce que vous suivez ce dossier-là? Comment vous expliquez une telle situation? Alors, à ce jour, les équipements ne sont plus dans le conteneur. Les équipements sont en train d'être installés actuellement au niveau de Tengango, au centre de cancérologie. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez prévu des sanctions pour ceux-là qui sont à l'origine? Parce que c'est un dossier dont vous héritez, on pourrait le dire ainsi, de vos prédécesseurs par rapport à la gestion même de ce matériel médical de cancérologie. Alors, il faut dire que nous avons été saisis par l'ASE pour ce dossier et nous avons fourni toute la documentation nécessaire. Et nous ne sommes pas dans le secret de l'instruction, donc c'est mieux que je ne rentre pas dans le détail, mais l'ASE a reçu toute la documentation irrelative parce que ce sont des fonds publics et c'est important qu'ils puissent regarder où sont les insuffisances afin d'apporter une réponse adéquate selon la réglementation. Il y a un autre dossier, c'est l'achat donc de 7 scanners pour certains hôpitaux. Vous avez parlé de ça en début d'émission. Des informations nous parvenant font état de copinage avec les personnes bénéficiaires de ce marché qui seraient proches de vous. Qu'est-ce que vous avez à répondre à toutes ces personnes ça commence à sortir un peu dans l'opinion? Oui, moi je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci, ce n'est pas du copinage. Nous utilisons les procédures adéquates qui sont édictées donc par la passation des marchés pour C'est un marché d'environ 3 milliards et quelques. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres ouvert? Comment ça a été géré? Non, vous savez que pour ce qui concerne l'attribution des marchés, ça dépend. Nous avons fait des appels d'offres récemment. Nous avons fait un appel d'offres. Il y a eu des gens qui ont eu des marchés, 2 milliards et quelques.
ce n'est pas le ministre de la Santé qui est intervenu. Nous avons également des procédures qui passent par des cotations, etc. Je ne suis pas un spécialiste, mais je vous donne quelques exemples de ce que mes techniciens me disent. Eh bien, ce n'est pas une histoire de copinage. Pour les scanners, vous dites clairement, Non, publiquement, non, vous n'avez aucune proximité avec les ce n'est bénéficiaires. pas une histoire de copinage. Vous êtes sûr à 100%? Je suis sûr, ce n'est pas une histoire de copinage. Et puis, c'est pas, en fait, ce que vous devez savoir, même ceux qu'on critique, il y a des gens qu'on connaît. Quand quelqu'un a un marché, on dit « Ah, c'est parce que vous êtes amis ». Non, il faut regarder, est-ce que la réglementation a été respectée pour attribuer le marché. Si la réglementation a été respectée, eh bien, on n'est pas des ennemis. Je pense qu'à ce niveau, moi, là où je suis, je défends la bonne gouvernance. Et comme je vous l'ai dit, le secteur qui est insuffisant dans notre système de santé, c'est la bonne gouvernance et le leadership. Donc, c'est ça que nous sommes en train de construire. On va vous suivre. En tout cas, on attend de voir la suite pour ce dossier des scanners. Si vous avez des choses à vous reprocher. Je voudrais qu'on parle à présent d'un dossier qui peut-être amuse les Burkinabés, Covid-19. Oui. On vous a vu être le chantre. Permettez-nous l'expression entre guillemets. Les gens ne croient pas en cette maladie. Oui. On a dit finalement vous détournez l'opinion sur un sujet alors qu'on est plutôt dans le défi sécuritaire aujourd'hui. La campagne de vaccination est en cours. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous pouvez nous dire combien de cas du variant Omicron nous avons sur le sol burkinabé? Alors, notre surveillance épidémiologique nous a permis de déceler 2 cas. 2 cas. Depuis lors, ça n'a pas évolué. Non, nous sommes toujours dans la surveillance épidémiologique. Probablement qu'il y a eu des personnes qui ont contracté le virus Omicron, mais nous n'avons pas encore détecté plus de 2 cas. Et à chaque fois que nous l'aurons, nous allons publier dans le bulletin d'information. Les Burkinabés sont sceptiques, beaucoup ne croient pas à ce vaccin contre Covid. Il y en a beaucoup désormais. On se dit finalement à quel sens se vouer Sinopharm, Johnson & Johnson, AstraZeneca, il y a même Turcovax, si je ne m'abuse. Décidément, tout le monde a son vaccin. Faire confiance à qui finalement par rapport à cette campagne de vaccination? Déjà, vous y croyez puisque nous sommes venus vous vacciner. Nous l'avons fait en tout voilà. cas. Oui. Alors non, c'est pour vous dire que tout ça, c'est l'infodémie. Nous avons assisté à des fake news qui ont eu une virulence même qui dépasse le virus même de la Covid-19. Mais je dois dire que depuis que nous avons commencé la vaccination au Burkina, nous n'avons pas eu d'accident majeur qui remettent en cause. Il n'y a pas eu de décès liés non, nous n'avons pas enregistré. Vous connaissez bien le Burkina. S'il y avait eu, vous auriez eu une polémique. Vous avez aussi la possibilité de cacher la vérité par rapport à ça. Au Burkina, dans ce domaine, non. Ismaël, vous savez très bien que ce n'est pas possible. Au Burkina, non. Est-ce qu'il y a un document confidentiel au Burkina encore? Vous-même, vous voyez. À ce niveau, nous sommes très sincères. Nous avons pris l'engagement de protéger la population avec la vaccination et les autres mesures barrières. Votre crise avec les catholiques, on en parle à présent finalement. Cette question s'est définitivement réglée. Vous et puis on a vu des messages par médias interposés. Oui. C'était tout de même vilain pour un ministre de la République. Non, en fait, vous voyez là même, peut-être vous-même, vous d'emblée, vous me condamnez. Je ne vous condamne pas. Je vais dire, si. Quand on regarde le communiqué du ministère et la sortie de l'Église catholique, c'est ce que je vais dire. Alors, il faut dire qu'en fait, c'était regrettable une situation qui est arrivée, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en conflit. On n'a jamais été en conflit avec l'Église. Moi-même, je suis catholique. On n'a jamais été en conflit avec l'Église catholique. Nous ne sommes pas en conflit aujourd'hui et nous ne serons pas en conflit demain. Nous sommes des partenaires depuis l'histoire des temps. Ce qui s'est passé, c'est une situation malheureuse. Je donnais un cours aux candidats de master sur les enjeux sanitaires en Afrique et au Burkina. Et en expliquant la question du dividende démographique et la politique du gouvernement et les enjeux, que quelqu'un a enregistré un segment et a diffusé. Sinon, il n'y a jamais eu une note, une réunion qui remette en cause un partenariat. Mais en tant que ministre, vous savez que votre parole, peu importe l'endroit où vous êtes, ça compte tout de même. Oui, lorsque vous êtes ici, vous êtes en train de faire un théâtre et vous simulez un coup d'État, est-ce qu'à la sortie, on va vous attaquer? Lorsqu'on donne un cours, il y a ce qu'on appelle les franchises universitaires. Et si quelqu'un enregistre malencontreusement, c'est une personne mal intentionnée pour créer une anomalie. Et quand on restitue dans le contexte, le ministre de la Santé, vous ne pouvez pas sortir une image ou une conclusion de réunion pour dire que nous remettons un partenariat en cause. Ce n'est pas possible. Le 5 octobre, j'ai facilité un financement de 1,4 milliard pour l'hôpital de Saint-Camille pour renforcer les équipements. C'était une manière pour vous de vous rattraper. Mais c'était même avant l'incident. Mais est-ce que ça vous a un peu choqué de voir quand même la tournure des événements autour de cette affaire? Non, vous savez que lorsqu'il y a une cabale qui n'a pas de fond, vous gardez le silence et la retenue. C'est la bonne position. Vous avez été voir le cardinal pour vous excuser?
Non, je suis allé expliquer au cardinal, lui présenter mes regrets pour lui situer le contexte et on s'est compris. Donc, il n'y a pas eu de problème. Désormais, vous saurez comment parler, Vous quel que savez, soit l'endroit. Hein. vous C'est savez, clair que ça vous, alors, c'est une leçon pour vous, sans doute. ce Oui. que vous devez savoir, toutes les situations difficiles qui se présentent, quand bien même douloureux, constituent des opportunités à saisir pour celui qui sait lire entre les lignes et des leçons à apprendre. C'est valable pour tout le monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le partenariat entre les formations sanitaires confessionnelles, pas seulement catholiques, et le ministère de la Santé, c'est un partenariat historique qui se porte bien aujourd'hui et qui se portera bien demain parce que nous sommes des collaborateurs. Je voudrais qu'on termine l'émission par ce que certainement beaucoup attendent depuis longtemps, ces fameuses bagues que vous portez. Dites-nous finalement, c'est en or tout ça? Ben, oui, parfois en or, parfois en argent ou autre matière. Ça fait partie de vos déclarations de biens au niveau de l'autorité supérieure de contrôle d'État? Absolument, vous pouvez regarder, oui. Alors, il y en a qui ont parlé de protection, on vous appelle le Seigneur des Anneaux et tout ça. J'ai eu tous les noms. Oui. Mais pourquoi toutes ces bagues-là, finalement? Pourquoi? Alors, moi, je vous demandais pourquoi vous portez la cravate. Moi, je n'en porte. Bon, ça aussi, c'est un choix personnel. Mais vous voyez un peu tout ce que cela crée dans l'opinion aujourd'hui. Non, mais ça ne pose pas de problème. Peut-être votre cravate aussi crée des opinions. C'est ça qu'il faut savoir. Charlemagne a toujours porté ses bagues. Il vient à Burkina Info, mais c'est la première fois que vous me posez la question. Pourquoi à chaque fois que je venais ici, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir? J'ai animé plusieurs fois des émissions ici. Pourquoi c'est maintenant que vous, Ismaël, vous je me mets à la place du citoyen qui me regarde, qui veut vous poser la question. Donc, ne déplacez pas le débat. J'insiste là-dessus parce que vous êtes peut-être le seul ministre avec autant de bagues. Alors, je dirais, Charlemagne porte des bagues depuis toujours. C'est personnel, ça lui plaît et il l'emportera toujours. C'est des outils de protection ou bien c'est pour faire... C'est personnel. C'est moi qui porte ces bagues. Et je sais pourquoi je les porte et je les porte toujours. Dans l'opinion, certains même ont dit que c'est ce qui vous a permis d'être reconduit parce que mystiquement, vous devez être fort éventuellement. Ben, vous savez que chacun dit ce qu'il pense, mais Charlemagne aime ses bagues et ses gourmettes, il l'emportera toujours. C'est comme ça. La fonction ministérielle a un début et une fin. Et avant, je portais, pendant, je porte, et après ma mission, je porte. Donc, pour vous, les bagues, c'est une histoire qui va tenir pour toujours. Mais juger Charlemagne sur la base du travail qu'il fait et ne pas regarder une apparence qui peut amener à dérouter ou avoir des propos. Quand vous êtes en public, ça ne vous gêne pas ces bagues-là? Non. Tout comme si je porte une cravate comme vous. Tout comme si je mets des chaussures. Ça ne me pose aucun problème. Et vos détracteurs, qu'est-ce que vous avez à leur dire par rapport à ces critiques que vous entendez au quotidien autour des bagues? Mais c'est normal. Quand vous êtes responsable, vous devez accepter la critique. J'ai eu tout, Seigneur des Anneaux, Madou Neguet, j'ai eu tout, mais c'est pas grave. C'est normal. Si vous êtes responsable, vous devez accepter la critique. Surtout votre apparence, votre voiture, votre maison, votre patrimoine, tout. Vous devez accepter. C'est le Burkina qui est comme ça. Mais vous devez rester focus sur votre mission. Et moi, je reste focus sur la mission qui m'a été assignée et je déroule la mission avec une équipe qui m'accompagne. Maintenant, tout le reste, là, bon, c'est normal. Ce sont les corollaires de... Alors, la bague, aussi le gros chapeau rouge que vous portez depuis un bout de temps. On se demande, mais finalement, vous voulez être chef coutumier de quelle localité éventuellement? Mais si vous allez au Maroc, les gens portent ces chapeaux rouges-là. Vous allez en Tunisie, pareil. Donc, ça me plaît, je porte. En fait, je ne sais pas, mais c'est comme ça. En tout cas, merci à vous, monsieur le ministre. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Et aux téléspectateurs de la télévision Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.